Salut les chroniqueurs et bienvenue dans cette saison 3 des chroniques historiques. Alors on vient de se prendre beaucoup de problèmes dans la face en même temps, mais je vous propose de ne pas s'attarder là-dessus, car aujourd'hui on va parler du plus grand personnage de l'histoire de France, Napoléon Bonaparte. Et oui, votre vote a parlé. 41% d'entre vous ont choisi le grand empereur français que l'on peut aussi appeler tyran, dictateur sanguinaire. Ou encore nain. À travers le monde, il n'est pas très apprécié. Le but de cette vidéo ne sera pas de faire une biographie de Napoléon, on va plutôt se concentrer sur les conséquences pour le moins énormes qu'il a eues sur l'histoire nationale et mondiale. On va donc parler de lui à partir de l'année 1793, après l'apparition de la Première République, jusqu'à l'année 1815, la chute définitive de son régime. Et oui, on peut se demander comment Napoléon a embrasé l'Europe entière, réussi à se faire aduler par un pays et détesté par tous les autres. Et non, on ne sera ni tendre avec lui, ni tendre avec les autres acteurs de ce conflit. Et oui, LCH ne change toujours pas. On est des FDP. Et vaut mieux cracher sur tout le monde que cracher sur personne. Ah, connard! Et du coup, c'est parti pour le début de l'épisode. Notre histoire va commencer en 1793. Et c'est à partir de cette année que le nom de Napoléon va commencer à se faire entendre. Après quelques missions sur le continent, Napoléon va être affecté en Corse, en tant que lieutenant-colonel des troupes en Corse. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il commence fort. Je dirais même que c'est corsé. C'est un sarcasme. Bah oui, il fait partie de l'expédition contre la Sardaigne qui était en pleine coalition contre la France. C'est un immense échec et mat, mais il n'est pas encore le chef des opérations. Il s'agit d'un type nommé Colonna Cesari, mais c'est bien ensemble que les deux hommes vont perdre l'expédition de la Mandellana, ou l'expédition contre la Sardaigne, qui est une défaite monstrueuse et qui va avoir beaucoup de conséquences en Corse. Et notamment à cause de l'ami de Césari, Pascal Paoli, qui devant cet échec, la mort du roi la même année et sentant que les idéaux révolutionnaires commencent à devenir n'importe quoi, décide de proclamer la Corse indépendante. Il va réussir à chasser les troupes républicaines, notamment celles de Napoléon, dont la famille doit d'abord se cacher avant de quitter définitivement l'île pour le continent. Et ça, Napo, il va pas l'oublier. La grande mode à cette époque, pour toute ville qui se révoltait contre la Révolution, était de se livrer aux armées coalisées contre la République, souvent des Espagnols et des Anglais. Et après la Corse qui se livre aux Anglais pour affirmer son indépendance, c'est Toulon qui s'insurge. Napoléon est alors capitaine d'artillerie, mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'aime pas du tout ne pas être aux commandes. Et qu'il va en permanence braver les ordres qu'il trouve trop stupides. Et proposer avec acharnement ses plans au général Carteau, commandant des opérations. Napoléon propose alors une attaque sur les deux forts de l'Aiguillette et de Balaguier, afin de couper la voie maritime aux insurgés et donc forcer la résistance à s'enfuir ou se rendre faute de ravitaillement. Après plusieurs changements de commandant, dont Carteau qui ne supportait pas Napoléon, un médecin qui préfère quitter son poste parce qu'il savait qu'il était mauvais. Je suis Gamelin! C'est donc Dugommier qui prend le commandement des opérations et qui accepte le plan mis en place. Le 30 novembre 1793, alors que les Britanniques tentent une attaque surprise pour détruire l'installation de batteries françaises, une contre-attaque de Napoléon mène à la capture du général anglais O'Hara. Et le 16 décembre à minuit, l'assaut est lancé sur les deux forts. Les Anglais, comprenant qu'ils ont perdu, décident d'évacuer la ville, avec des partisans royalistes. Et j'ai bien dit des partisans royalistes et pas les partisans royalistes. Car il en reste plein dans la ville de Toulon lorsque celle-ci est libérée par l'armée française. Vous savez ce que ça veut dire? Il y a eu pas moins de 700 fusillés et la convention, Le gouvernement français de l'époque en gros, écrit ceci. Le nom infâme de Toulon est supprimé, cette commune portera désormais le nom de Port-la-Montagne. Ah le nom de merde! Non, les mecs de la Révolution n'ont plus aucun respect avec les noms. Hein. Entre le calendrier qui change complètement, Grenoble qui devient Grelibre et Toulon qui devient Port-la-Montagne, le manque de respect est complet. Et Bonaparte est donc couronné de gloire, mais pas très longtemps. Il va vite atterrir en prison. En effet, comme il est alors un jacobin proche de Robespierre, il va lui aussi avoir des problèmes. En 1794, il est emprisonné pour sympathie avec l'ancienne première tête de la Révolution, qui désormais n'est plus tellement attaché au reste de son corps. Pas mauvais. Merci. Mais heureusement, il l'a échappé belle, parce que après sa victoire à Toulon, il y a eu un petit Robespierre qui lui a proposé un poste de chef des armées à Paris. Il a préféré refuser et se rallier à l'armée d'Italie. Heureusement, parce qu'il aurait pu finir comme Robespierre. Et à peine 15 jours après sa libération, il va à nouveau refuser un poste de commandant dans l'armée, cette fois-ci de Vendée. Et durant cette année, il ne va alors servir qu'à mater dans le sang et l'efficacité une révolte royaliste qu'il y avait à Paris. Simplement car sa mise en prison l'avait quand même décrédibilisé et du coup on pouvait pas lui confier d'énormes postes. Il va notamment réussir grâce à son futur beau-frère, l'officier Murat, qui a la fantastique idée de remplacer les boulets de canon par de la mitraille.
pour tirer plus efficacement sur les insurgés. C'est sacrément hardcore ton truc. Mais c'est super efficace, la révolte est matée rapidement devant les Tuileries grâce à ça. Bon, faisons maintenant un point sur la situation française. Globalement, la guerre est bloquée à peu près partout. Alors la Corse est occupée par des indépendantistes et des Anglais. Des villes continuent de se révolter de partout, sans parler de toute la région de la Vendée qui s'insurge. Et les seuls assauts lancés comme celui sur la Sardaigne justement, ou les innombrables assauts de l'autre côté du Rhin, sont au mieux des coups dans l'eau, au pire de cuisants échecs. Et face à ça, une coalition qui arrête pas de s'engueuler, et bah du coup ça permet aux Français de relever la tête. Anecdote marrante, la même année que les débuts de Napoléon à la campagne d'Italie, en 1796, il se marie avec Joséphine Napoléon, qui s'appelait avant Joseph de Beauharnais. Cette femme est vénale, trempe dans plein d'affaires et ne décide de se remarier avec Napoléon Bonaparte. Car elle est veuve depuis 2 ans. En fait, son ancien mari, lui aussi militaire, n'a pas eu la même chance que Napoléon. Tu peux me laisser finir mes phrases, s'il te plaît? Tranquille mec. Bref, elle ne se marie avec elle que pour son pouvoir grappant, profitant du fait que le général est fou amoureux d'elle, ce qui va au passage le rendre hyper jaloux et possessif, ce qui au passage ne va pas l'empêcher de se faire carotte dans le dos. Et donc débute la campagne d'Italie de 1796 à 1797. En un an seulement, Napoléon arrive à mettre fin au conflit et devenir une légende militaire. Alors que la campagne d'Italie ne devait être qu'un front de diversion finalement, pour empêcher un débarquement depuis la Corse, la Sardaigne et contenir quand même une partie de l'armée autrichienne, Napoléon va prendre les devants et en un an seulement transformer ceci en une marche vers la victoire. En effet, l'Italie ne formait pas un bloc uni à l'époque. Et comptait plutôt une multitude de petits royaumes affiliés, pour beaucoup à l'Autriche, et qui étaient donc assez faciles à isoler et de vaincre. Et puis la coalition, comme on le disait, ils étaient pas très forts en efforts communs. Et Napoléon ne va pas se gêner. En un mois, il remporte plusieurs victoires, forçant le royaume de Sardaigne à capituler. Il profite de cette victoire et des troubles en Corse pour récupérer son pays natal sans trop de soucis et le réintégrer à la République française. Napoléon gagne aussi par cette capitulation la Savoie et le comté de Nice. Le 15 mai, il rentre dans Milan, force à la capitulation les ducs de Modène et de Parme, ainsi que des états pontificaux. Après plusieurs mois, plus équilibrés, il s'empare de Mantoue. Avec maintenant Vienne en ligne de mire, il écrase la République de Venise en l'espace de 10 jours, du 2 au 12 mai 1797. Et par des attaques répétées depuis le sud, force finalement l'Autriche à capituler au traité Campé-Formio. Fin de la première coalition contre la France. Ce type était aussi efficace qu'une armée de chars à l'époque romaine. Non mais sans déconner, le mec vient de gagner un conflit, un des plus difficiles conflits de l'histoire en un an. Là je dis bravo. Et tu fais bien. Autant vous dire que le gars était aussi bien vu que Zidane en 98. Il a offert à presque lui tout seul la victoire à son pays, les autres généraux avec plus de moyens sur le Rhin et dans le nord de la France ayant piétiné durant des années. Du coup, beaucoup se sont inquiétés de l'importance que prenait le général au niveau diplomatique, tout simplement parce qu'un général n'a absolument rien à foutre d'être dans ces situations. Mais personne n'osa s'opposer à lui, tout simplement car c'était hyper dangereux pour la personne en question, mais aussi pour le pays. Du coup, la situation n'a pas bougé de son côté. Un seul pays reste en guerre contre la France, la Grande-Bretagne, que Napoléon décide de ne pas attaquer parce que trop bien défendu. Idée d'un certain Talleyrand. L'avantage qu'un gros youtubeur parle de ce type, c'est comment on n'a pas un résumé de 5 minutes à faire sur toutes les conséquences qu'a eu ce gars dans l'histoire de France. Donc passons à la suite. Bref. Napoléon propose plutôt d'aller en Égypte pour couper la route des Indes aux Britanniques et gagner une nouvelle colonie stratégique aux portes de l'Orient. La flotte part de Toulon, la flotte part de Port-la-Montagne et au passage s'empare de l'île de Malte le 11 juin 1798. Qui n'a genre rien demandé à personne mais qui est juste pile au milieu de la Méditerranée. Et du coup ça arrange les Français. Mais en fait, ça va servir rien du tout face aux Anglais. Mais non, regarde, je suis sûr que ça va le faire, regarde. Le 2 juillet 1798, Napoléon débarque et s'empare d'Alexandrie. Le 21 juillet, il gagne la grande bataille des pyramides. Ensuite, ok, tu te calmes. Ce nom c'est de la pure propagande, C'est tout juste si on voyait le sommet des pyramides au loin. Parce que la bataille d'Mbapèche, ça fait tout de suite moins classe. Ouais. Mais il s'empare du Caire, met en déroute les Mamelouks qui poursuivent dans la Haute-Égypte et Gizeh se rend sans résistance le 22 juillet. Mais qu'est-ce qui pourrait foirer dans cette opération? Eh bien le 1er août, la flotte anglaise qui arrêtait pas de jouer à cache-cache avec les Français, il les trouve à Aboukir et il les massacre. Ça te va comme argument pour dire que cette campagne va être juste un désastre? Ouais, mais bon, il peut peut-être avoir des renforts, je sais pas. Il leur reste 4 vaisseaux dont 2 frégates. Tu veux que les Français fassent quoi? Qu'ils passent par Istanbul, capitale de l'Empire ottoman qu'ils combattent, ou par Gibraltar, qui appartient aux Anglais, et obligeant toute l'armée à contourner la mer Méditerranée contre une nouvelle Europe coalisée en guerre contre la France, ouais. Ok, et du coup Napo il va faire quoi? Eh bien durant un an,
Napoléon, après avoir achevé la conquête de l'Égypte, dont il est désormais prisonnier, Oui, Napoléon a eu un sacré passif niveau emprisonnement plus divers et variés que les uns que les autres au cours de sa vie. décide de porter ses efforts vers la Palestine, qu'il envahit après de super succès, mais pas très utile. Car son armée se fait défoncer par une super maladie qu'on a déjà vu dans un épisode d'ailleurs, qui les a défoncés tout au long de l'histoire, c'est... La peste! Oui, bravo! Et Napoléon, qui comprend que cette histoire va juste très mal se finir, il comprend qu'il doit se barrer pour la France. Car il sait désormais qu'il est prêt pour son nouveau coup de force. Après avoir laissé le commandement au général Kléber le 23 août 1799. Il part secrètement rejoindre la mère patrie. Il arrive le 1er octobre après des courses-poursuites d'enfer avec les Anglais à Ajaccio. Puis une semaine plus tard, le voilà, débarqué à Fréjus, prêt pour son coup de force. Après avoir accompli les plus grands exploits militaires de la France au cours des derniers siècles. Face à des ennemis déterminés, dans une France avec un chaos politique, économique, social, géopolitique, il fallait un homme de poigne pour redresser ce pays, face à une deuxième coalition, prête à faire plier la France et son régime politique. Et cet homme devait être adulé des Français, de son armée, et surtout, Bon et bien, suite dans le prochain épisode de la grande histoire de Napoléon Bonaparte. Enfin va commencer l'histoire d'un homme qui va conquérir la majorité de l'Europe. Et en attendant, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir la notification que la vidéo apparaîtra, laisser un pouce bleu, partager, mettre des commentaires pour nous dire ce que tu en penses de cette nouvelle saison. Sur ce, Histoire par Passion et YouTube pour métier. À bientôt pour de prochaines chroniques historiques.